Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique. La réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues. Tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et Blanc ? Écoutez, on est fait pour s'entendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rouge et Blanc, consacré aujourd'hui au réseau Green, le groupement pour la responsabilité environnementale des entreprises. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Colloc, l'un des fondateurs du réseau Green. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Et Gaëtan Masson, responsable du service environnement patrimoine chez ATMB, qui témoignera de la politique environnementale de son entreprise en collaboration avec le réseau Green. Bonjour Gaëtan. Bonjour Thierry. Alors Olivier, pour démarrer cet épisode, quel a été votre parcours, votre historique professionnel ? Bon historique professionnel, j'ai commencé par prendre un peu de temps pour moi, faire beaucoup de montagne parce que je suis passionné de montagne. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à travailler et j'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement l'entreprise Decathlon parce que je suis passionné de sport, donc ça a vite matché. Et très vite, étant passionné de sport de montagne, j'ai rejoint un projet fantastique, le projet de créer une marque montagne pour Decathlon à la montagne. Donc là, c'était une sorte de Graal pour moi, une aventure magnifique. Et ça, c'était il y a quelques années. On en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure par rapport à la biodiversité en entreprise. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Si on est là, c'est pour ça, je crois. Absolument. Et on va parler aussi du réseau Green. Alors, vous êtes l'un des membres fondateurs. Comment s'est passée la création en 2017 ? Alors, en 2017, il s'est passé quelque chose, effectivement, notamment dans la vallée de l'Arve, qui a été un peu médiatisée avec une crise sur la pollution de l'air qui stagnait en fond de vallée en hiver, dans nos fonds de vallée particulièrement, qui impactait beaucoup les habitants, mais qui impactait aussi les entreprises, parce que les entreprises sont composées d'habitants qui travaillent. Donc ça générait de l'inquiétude, et puis de l'inquiétude pour la santé, pour les enfants, pour le milieu dans lequel on vivait et le monde dans lequel on vivait finalement. Donc fort de ce constat, quelques entrepreneurs, c'est peut-être pas la peine de les citer, mais en tout cas l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui, oui. la Tuilerie, oui, bien sûr. on fait Nolse Capex, ATMB, la Compagnie du Mont Blanc, Super U, Decathlon, Somfy, bien sûr, toutes ces entreprises qui partagent le territoire, et d'autres, j'en ai oublié plein, se sont dit, nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne va pas rester les bras croisés. Entreprendre, c'est prendre en main un sujet à plusieurs. Et on ne va pas attendre que ça nous tombe du ciel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour nos collaborateurs, pour nos entreprises Voilà. Donc, ça a démarré comme ça. Et on a fondé cette association donc, en 2017. Vous étiez 18, je crois, au départ, quelque chose comme ça, c'est quand même... 18 au départ, au moment du premier conseil d'administration, donc 18 administrateurs. Et puis très rapidement, on est arrivé à 50, 60, peut-être même maintenant autour de 80, 90, je ne sais pas exactement le chiffre, mais c'est de cet ordre-là. Et quelque part, toute entreprise, qu'elle soit industrielle, commerciale, qu'elle soit même... Je dirais même tout collectif qui emploie des gens, qui utilise des locaux sur ce territoire, qui va produire des déchets liés à une activité, et qui achète des choses aussi. Donc ça peut être une association, une entreprise, ça peut être de toute taille et de tout secteur d'activité. Ça peut être aussi une collectivité. On a des collectivités qui adhèrent au réseau Green
non pas en tant qu'organe politique, mais plutôt en tant que groupe de personnes qui partagent des locaux, qui se déplacent pour venir travailler, etc. Acteurs du territoire, on va dire. Acteurs du territoire, voilà, avec une notion d'employeur, on va dire. Voilà. Alors, que fait précisément le réseau Green ? Quelle est sa vocation ? Alors, le réseau Green, du coup, on s'est fondé sur cette question liée à la pollution de l'air et donc à tous les enjeux, les impacts finalement planétaires, qui nous impactent localement. Parce que ce qui est important dans le réseau Green, c'est cet ancrage local. Il est né dans la vallée, on dit la vallée de l'Arve, mais cette vallée de l'Arve, elle va du Léman au Mont-Blanc, en gros. Et il a vocation à peut-être s'étendre sur d'autres vallées, etc. On n'est pas dans un périmètre fermé. Ce qui est important, c'est qu'on partage un même territoire de montagne, de vallées. Voilà. Et que fait le réseau Green ? On s'est dit sur quoi en entreprise on peut agir. Et on a défini ensemble, avec les collaborateurs qui partageaient, avec les dirigeants, avec les administrateurs, on a défini 4 axes. Le premier axe était de dire les entreprises, elles utilisent de l'énergie. Donc, on en consomme, on peut en produire par différents moyens. Et donc ça, c'est un sujet qui peut nous intéresser, sur lequel on peut agir. Le deuxième axe, et c'était l'axe le plus important parce qu'il correspondait à une actualité, à un besoin dans la vallée aussi très fort, c'est le besoin de mobilité des entreprises. Donc pour la mobilité pour les entreprises, c'est aller et venir au travail déjà, les déplacements professionnels, éventuellement même les non-déplacements avec le télétravail, qui peut être une solution, et comment minimiser ces impacts en ayant conscience de ce qu'on fait et en essayant de mutualiser, trouver des actions, travailler avec les pouvoirs publics s'il faut, pour rendre des moyens moins impactants, plus faciles, plus accessibles, plus facilement réalisables sur le territoire, qui correspondent aux enjeux du territoire. Comme le covoiturage, par exemple. Le covoiturage, mais c'est sûr que quand on est... on sait que les chiffres du covoiturage de l'époque, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire que grosso modo, 90% des trajets dans la vallée se font avec 1,05 ou 0,6 personnes par voiture. Une voiture, ça fait 2 tonnes, une personne, ça fait 80 kilos. Donc le rapport poids-puissance, on voit tout de suite qu'on peut faire mieux. Et finalement, chaque voiture, aussi petite soit-elle, est un minibus en soi, potentiel. Il y a une application que vous avez mis en place et utilisée, l'application Klaxit ? Alors, c'était le début, le lancement des applications. Donc ces applications, effectivement, elles sont devenues... elles se sont lancées fortement, et je pense que Gaëtan parlera peut-être plus tout à l'heure, mais c'est un élément qui permet la mise en relation pour faire que une voiture individuelle qui se déplace du coteau dans la montagne pour descendre travailler dans la vallée et remonter le soir, puisse devenir un minibus. Et ça permet la mise en relation des personnes. Donc, nous, l'objectif, c'était pas de proposer un outil, c'est plutôt de démarrer et de porter à connaissance ces pratiques-là, les diffuser. Voilà. Maintenant, il y a plein d'autres applis qui existent. L'important, c'est pas qui, mais c'est le quoi. Quoi et comment ? Et vous sentez qu'il y a une progression dans l'utilisation de cette application, des moyens que vous avez mis en place ? La population s'approprie un peu ces nouveaux moyens de déplacement ? Il y a une vraie sensibilisation ? Oui, bien sûr, ça rentre dans les mœurs. Aujourd'hui, les applications pour se déplacer en covoiturage quand on part en vacances sont de plus en plus utilisées. Les applications domicile-travail aussi. Donc, les acteurs se regroupent entre eux. C'est un gros secteur. En termes de transport, ça fait du kilomètre. Alors, en complément, il y a peut-être les voies douces, la mobilité des voies douces. Est-ce que les collectivités viennent et participent à l'aménagement du territoire ? C'est aussi un des buts de Green, puisque vous me le demandiez, c'est aussi de créer justement cette synergie avec les acteurs du territoire, quels qu'ils soient.
et que les aménageurs et les entreprises puissent se parler, discuter des besoins des collaborateurs pour se déplacer dans la vallée, rendre les choses plus faciles, plus accessibles, plus agréables, voire bonnes pour la santé. Par exemple, le vélo, c'est pas mauvais pour la santé de faire du vélo, c'est même plutôt que d'être assis dans une voiture. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire et la mise en dialogue permet de trouver les solutions les plus intelligentes, en fait. C'est ça un peu le principe de Green, c'est la mise en dialogue, la mise en partage, la mise en réseau. Des entreprises, des collaborateurs entre eux, mais aussi des entreprises avec les autres acteurs du territoire, dont les élus, dont les associations, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de la biodiversité en entreprise, alors, par conséquent? Alors oui, ça c'est notre quatrième axe. On avait un troisième axe sur l'économie circulaire, on l'a toujours d'ailleurs, puisque l'économie circulaire, c'est faire de nos déchets nos ressources. Tous ces thèmes sont un peu liés entre eux quelque part. Si on y réfléchit bien, c'est des impacts de l'activité humaine sur un milieu. Et le dernier axe, c'est la biodiversité. Alors, quand on parle d'une entreprise, on ne fait pas forcément le lien avec la biodiversité, sauf si c'est une entreprise agricole ou forestière peut-être, ou je ne sais pas directement. Mais c'est vrai que quand on dit entreprise, on pense à peut-être usine ou dans la vallée de l'Arve, oui, supermarché ou voilà. Et c'est vrai que le lien avec la biodiversité n'est pas direct. Et pourtant, c'est un sujet qu'on a porté très tôt. Alors, il y a une première raison qui est vu notre ancrage. Si on regarde autour de nous, même s'il fait un peu gris aujourd'hui, mais c'est des montagnes, des forêts, la rivière qui traverse la vallée, qui vient des glaciers du Mont Blanc. Voilà. Un cadre naturel. C'est un cadre naturel tellement exceptionnel que, effectivement, ça c'est déjà très, très inspirant pour faire en sorte que les entreprises, parce que les axes, c'est pas les fondateurs ou les administrateurs qui les ont définis. On les a définis ensemble, de façon co-construite. On a défini ce sur quoi on allait travailler. Et la biodiversité, c'était un thème qui est arrivé un peu après 2017, comme un thème qui remontait des volontés des entreprises. Ils disaient, nous, on voudrait agir sur notre milieu qu'on adore tant, qui est si important pour nous quand on habite en montagne. En général, souvent, on aime sa montagne. Souvent, les gens viennent habiter par choix ici dans la vallée, bien sûr. Par choix. Il y a bien sûr les activités outdoor, mais pas seulement. Juste le pouvoir profiter et partager des moments dans cette nature exceptionnelle, juste la regarder, c'est magnifique. On a la chance d'avoir des grands animaux, on a la chance... donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc ça a été une première raison du fait que ce sujet de la biodiversité est remonté. La deuxième raison, c'est en se disant, nous, en tant qu'entreprise, on aimerait faire des choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça, c'est la vraie bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise ? Donc là, on a, je dirais, 3 champs d'action qu'on a explorés avec Green. Pareil, en discussion avec les entreprises et leurs besoins. Le premier champ d'action, c'est déjà de se dire, c'est quoi la biodiversité ? Et quelle est la connaissance, la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité ? Et donc ça peut se faire via des exercices comme la fresque de la biodiversité ou d'autres fresques qui parlent de biodiversité. La fresque du climat parle évidemment de biodiversité. La fresque de l'économie circulaire parle évidemment de la biodiversité. La fresque de l'eau, évidemment. Voilà. Donc, toutes ces fresques sont connectées, mais permettent d'avoir une cartographie scientifique des impacts, des enjeux, des causes, conséquences de l'activité humaine, de ce qu'on fait. Et ça, c'est la base, déjà, pour établir un socle de connaissances de base et comprendre quel est l'intérêt pour une entreprise d'agir sur la biodiversité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de sensibilisation, c'est connaître les acteurs de la biodiversité dans notre cadre, soit dans le cadre global. Donc là, on peut faire intervenir des grandes associations qui vont parler des WWF ou voilà, des choses comme ça, qui vont parler des enjeux globaux de la biodiversité
pour l'homme, et des impacts pour l'homme aussi. Ça peut être sur des espèces en particulier, je pense les abeilles ou les pollinisateurs en général. L'ONF dernièrement, ici même d'ailleurs, oui. Bien sûr. L'impact de la forêt, donc ça, on peut avoir des choses qui sont générales, et c'est important d'avoir ces ordres de grandeur généraux, mais ce qui nous intéresse encore une fois à Green, c'est l'aspect local. Et en local, connaître les acteurs du territoire, et là il y a quand même, dans cette vallée, parce qu'elle est si magnifique, on a aussi des experts, des glaciologues, des gens qui vont étudier les écosystèmes d'altitude, le CREA par exemple, des gens qui connaissent les réserves naturelles de Haute-Savoie. La Haute-Savoie est quand même... Avec le CEN. Voilà, avec Asters notamment, chez nous. Et la Haute-Savoie, c'est un des plus grands territoires en termes de pourcentage de sa superficie, en termes de réserves naturelles. Donc on a aussi des gens qui peuvent faire découvrir la biodiversité de façon concrète et locale, en emmenant les collaborateurs, voir leur famille, voir leur entourage, dans des exercices. Donc ça, c'est très très riche pour la sensibilisation. Puis après, il y a la connaissance scientifique qu'on peut divulguer par conférences, etc. Donc c'est ce qu'on a proposé avec Green. La fresque de la biodiversité, on l'a fait avec France Nature Environnement, notamment, et des experts scientifiques qui venaient aussi avec une partie théorique, le jeu de la fresque, comprendre les causes-conséquences, et une partie pratique sur le terrain. J'en parle après. Ensuite, deuxième chose, après ça peut être des conférences. On a fait effectivement, vous l'avez dit, des conférences avec l'ONF par exemple sur la forêt, comment elle se régénère, etc. Ce qui est les enjeux. Indispensable de comprendre comment ça fonctionne. Ça peut être des conférences sur les enjeux d'agriculture, sur les pollinisateurs, on en parlait, etc., etc. Ou sur des conférences d'ordre général sur les grands prédateurs et le pastoralisme, et comprendre notre territoire, comment ça peut fonctionner, comment ça peut s'équilibrer. Donc ça, c'est déjà de la connaissance. Et connaître les acteurs, connaître ces associations, les identifier. Donc là, on fait des forums, on fait des conférences, on organise des workshops, des ateliers sur des thématiques précises comme ça. Donc ça porte à connaissance. Donc ça, c'est le premier volet, sensibilisation. Le deuxième volet, c'est je suis une entreprise et j'ai un peu de terrain. J'ai toujours un bout de parking, un délaissé de terrain, une pelouse. Un espace sur lequel je peux avoir des projets futurs pour mon entreprise que je garde au cas où j'ai besoin de m'agrandir ou pas, ou c'est juste c'est là. Là-dessus, c'est très 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 intéressant parce que ça permet de rendre concret la biodiversité en entreprise pour 100% des collaborateurs qui viennent dans l'entreprise. Et donc là, alors là, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait à Mountain Store pour Decathlon, sur ce site, qui est un site de 5 hectares. À Passy. À Passy. Donc on a 5 hectares de terrain et on a essayé de le travailler et de travailler avec une démarche structurée. Et dans les entreprises, on aime bien les démarches structurées où on part d'un constat de la situation actuelle, notre point A, point de départ, et là où on voudrait être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, une feuille de route pour aller vers ce point, situation cible, et derrière, on fait des trajectoires qui nous mettent en action avec... Et donc on s'est appuyé sur un cabinet et un bureau de contrôle pour définir une méthode qui permet d'analyser 5 trames. Ces 5 trames, c'est... Alors, il y a des couleurs, je ne vais pas les dire dans l'ordre. Il y a une trame noire, c'est sur les pollutions lumineuses. Il y a une trame bleue, comme l'eau. La trame de l'eau, comment les eaux pénètrent dans le sol. Voilà. Il y a une trame verte, surtout le vivant, donc faune-flore, sur le site, toujours. Il y a une trame brune, c'est la régénération des sols, très importante.
aussi. Il y a une trame, je crois que la couleur c'est orange de mémoire, et qui est en fait une trame aussi très importante qui a le lien avec d'autres activités, c'est la trame d'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait pour demain quand il fera, on l'espère pas, mais peut-être plus en 5, ça ne serait pas trop mal, ou plus 4, qu'est-ce qu'on fait s'il y a plus 4 voilà. Avec des gros épisodes de sécheresse, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Parce qu'un arbre, ça peut mettre 30 ans à pousser, voire plus, pour donner de l'ombre suffisamment, s'enraciner dans le sol, capter les eaux, etc. Donc voilà, ça c'est cette méthode. Donc on a 74 points de contrôle. C'est très scientifique et cette méthode elle est transposable sur n'importe quel terrain de n'importe quelle entreprise. Et ce qui a été intéressant, c'est que, et ça c'est de la force du réseau Green, c'est qu'en fait à partir d'une expérience à un endroit, quelle qu'elle soit, on va aller visiter cette entreprise et voir quelles sont les transpositions de la méthode possible ou du contexte possible, la bonne idée, la bonne pratique. Et c'est ça, en fait, la valeur ajoutée du réseau Green, c'est mettre en commun et en partage les entreprises. Donc ça sert de modèle, en fait. Ça sert de modèle. Quel est ce modèle? Et là, c'est un bon exemple parce que du coup, il y a plusieurs entreprises qui ont engagé la démarche de se dire qu'est-ce que je fais avec... J'ai un peu de foncier. Et qu'est-ce que je fais pour désimperméabiliser mes sols, remettre de la végétation, remettre du couvert végétal, faire pénétrer les eaux dans le sol, réutiliser les eaux le plus possible, etc., etc. Donc on ne va pas faire la méthode ici, mais retenez, c'est vraiment passer d'un point A, on fait un diagnostic, on a une mesure précise, on aime bien les choses un peu ordonnées et chiffrées dans les entreprises, on a un point de départ bien calé, on va vers une situation cible, et on met en place les améliorations. Par exemple, on va peut-être dire une amélioration, par exemple, possible, c'est de dire tiens, à ce moment-là, je fais des fauches tardives et je n'utilise plus de phytosanitaire. Phytosanitaire, ça évite de polluer les eaux, etc. La fauche tardive, ça peut permettre de préserver du vivant. Et je l'explique aussi à mes collaborateurs et je le vis avec eux. Alors justement, on va parler des collaborateurs. Est-ce que vous sentez qu'ils sont plus impliqués, qu'ils participent justement à toutes ces aventures? Alors, ça, c'est essentiel. Déjà, c'est quand on fait ce genre de démarche dans une entreprise, il ne faut pas que ce soit un expert dans l'entreprise qui mette ça en place. Il faut que ce soit porté par un collectif dans l'entreprise et diffusé dans l'entreprise. Et voir, quand c'est une entreprise qui reçoit du public, là c'est notre cas, il y a beaucoup d'entreprises qui reçoivent du public au niveau de Green. Des compagnies de remontée mécanique bien connues, qui reçoivent beaucoup de public aussi, encore plus que nous. Et donc, c'est vraiment intéressant de le faire savoir, le faire connaître, le rendre palpable, visible, accessible. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est des panneaux, c'est des parcours, et c'est des moments qu'on va créer avec les équipes pour aller qui planter un arbre, qui faire une action, etc. Et comme ça, on peut faire durer les choses. Et les choses s'ancrent petit à petit et ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Et quand on se met à faire un compost ou un jardin partagé ou qu'on met des ruches et qu'on implique les collaborateurs dedans, bah forcément, on touche le vivant. Et c'est ça, finalement, la biodiversité, c'est faire toucher le vivant le plus possible aux collaborateurs, à leurs enfants, à leurs familles, et à toutes nos parties prenantes derrière, clients, associations partenaires, etc. Se mettre en écosystème, c'est le cas de dire. Et le troisième et dernier volet, c'est je suis une entreprise, j'ai pas de terrain. Ça peut arriver. J'ai que des bureaux, j'ai pas de terrain. Je ne fais rien pour la biodiversité. Ben si, je peux faire des choses extramuros. Et extramuros, alors bien sûr, je peux faire des actions de sensibilisation dont on a parlé. Si j'ai pas de terrain, je peux peut-être m'organiser avec d'autres entreprises, acheter du terrain, faire des programmes de régénération et participer avec des associations à des actions extramuros. La tempête Alex a ravagé des parcelles entières de forêt sur des coteaux entiers dans la vallée, là, tout près d'ici, là, à quelques centaines de mètres d'ici.
Là, on peut emmener des collaborateurs avec des experts. À la fois, on allie la connaissance à l'action. On plante un arbre et on suit ensuite comment cet arbre se développe dans un endroit de forêt. On ne plante pas un arbre... voilà. On plante un arbre dans un milieu naturel, donc c'est particulièrement important. Et donc, extramuros, ça peut être ça. Et puis, extramuros, bien sûr, c'est se connecter à des associations qui agissent au quotidien. Ces associations, ça peut être Asters, ça peut être le CREA, ça peut être France Nature Environnement, ça peut être le Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches. Voilà, il y en a plein des associations qui agissent sur le vivant, voire à de l'agriculture paysanne aussi, parce que l'agriculture paysanne a un vrai rôle au-delà de me nourrir sainement, etc., mais a un vrai rôle sur la conservation des sols. Voilà. Donc il y a des choses à faire, on peut soutenir des actions avec des gens qui savent, qui vont nous apprendre et qui vont nous apprendre à faire. Et c'est un petit peu ça l'esprit de ce qu'on veut faire, c'est partager la connaissance, partager les bonnes idées, et se mettre en action ensemble. C'est ça le réseau Green. Et les bonnes idées, elles sont partout, quel que soit le type, la taille, l'activité de l'entreprise. Il y a des choses qu'on peut repiquer, des bonnes idées, qu'on peut transposer, essaimer, comme on dit chez les apiculteurs. Est-ce que des idées peuvent devenir des projets ? Parce que j'imagine que des gens ont des idées et vous proposent des projets d'action. Est-ce qu'il y a un comité de sélection pour définir le prochain projet du réseau Green ? Comment ça se passe ? Alors, oui, on a un espace comme ça, où d'ailleurs, le thème même de la thématique biodiversité, l'organisation d'un forum de la biodiversité pour se mettre en relation, tout ça, ce sont des idées qui sont parties des entreprises. Hein. Donc ça répond quand même énormément à la question. Mais au-delà de ça, si quelqu'un portait un projet important, en tout cas, l'association peut être le réceptacle de ça pour mettre les gens en réseau et permettre cette action, aller chercher les fonds, l'organisation, l'intelligence collective, pour mettre en place ça. Mais on devrait le faire encore plus qu'on le fait maintenant. Donc, merci pour la question, et j'espère qu'elle engagera pas mal les gens. J'avais une transition toute faite avec l'association IDEE, mais je n'ai pas fait exprès, sincèrement. Vous êtes en... C'est une bonne idée. C'était la prochaine question. En fait, vous êtes en partenariat avec IDEE. Que vous apporte ce partenariat ? Le partenariat, ça fait un petit peu officiel et sérieux. Et en fait, là, on parle d'écosystème. Là, on a parlé de biodiversité d'écosystème. Les écosystèmes, ils font pas de partenariat. Ils font on a des communautés d'intérêt. Il se trouve que on se ressemble tellement avec IDEE. On agit sur un territoire, sur les mêmes enjeux. On a en tout cas beaucoup de communs. Et on parle d'IDEE, mais il y a d'autres associations. Ça peut être des syndicats professionnels, le SMDEC, par exemple, sur le décolletage. Ça peut être les organisations régionales comme les FIPS, par exemple. Ça peut être des organisations micro-locales comme le CEM2D à Sallanches. Hein, donc, en fait, il n'y a pas de... Ce qui serait bête, c'est que les associations créent des silos, des tuyaux d'orgue qui ne se parlent pas et du coup, ça a peu d'impact. Par contre, des fois, là aussi, la mise en réseau et la mutualisation de nos ressources sur des événements communs. On a fait un super événement à La Roche il n'y a pas très longtemps sur la mobilité, mais sur le forum de la biodiversité, c'est pareil. Hein, le but, c'est d'ouvrir, de faire en commun, et après, l'avantage d'avoir plusieurs... c'est qu'on va avoir plusieurs portes d'entrée pour des entreprises pour se mettre dans l'action. Et après, l'intelligence des associations, c'est de venir se câbler entre elles pour que les associations aient plus d'impact, parce que c'est ça qu'on cherche tous. Sachant qu'une idée plus que ce côté bassin annécien, dirons-nous, et réseau Green. Oui, alors ça, c'est l'ancrage historique. L'ancrage historique plutôt sur le bassin annécien pour IDEE
historiquement, nous, c'est vraiment une vallée de l'Arve ici. Le CM2D, c'est plutôt Sallanches par essence historique. Et donc, l'ancrage historique, ça met de la proximité avec voilà, plutôt que d'avoir une méga association mondiale, il vaut mieux avoir un réseau d'associations multilocales qui viennent venir nourrir. Et par contre, il faut avoir l'intelligence de se connecter pour faire ensemble. Vous faites tous ensemble pour le même but, dirons-nous. On est en début d'année 2024. Quels seront les grands rendez-vous de cette année qui arrive ? Alors, on a eu notre AG il n'y a pas longtemps. Le planning est en construction. Je sais qu'on rattaque pas mal sur la thématique de la mobilité en janvier, là, notamment. On a vraiment, là aussi, partie des entreprises qui se sont dit comment on peut concilier les outils légaux tels que le fonds de mobilité durable, etc., les mettre en place dans l'entreprise, versus les questions d'indemnité kilométrique qui sponsorisent un peu la voiture individuelle. Et donc, comment on peut faire coexister ça sans léser les uns ou les autres, mais faire quelque chose qui permette la transition. Voilà. Et ça, c'est cette intelligence collective qu'on cherche à créer. Bien sûr, on va avoir d'autres événements sur d'autres sujets. On a des fresques qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est tout au long de l'année. Donc pas mal d'actions. J'en oublie là comme ça. Forum de la mobilité durable peut-être avec idée. Donc ça, on le définit ensemble. Si on le définit chacun dans notre coin, on va faire des petits événements qui vont avoir peu d'impact et peu de visibilité. Si on les pense ensemble et qu'on... Voilà. Donc, oui, je pense qu'il y a un besoin sur la mobilité. C'est utile. Après, est-ce que ce sera sous forme de forum ? Est-ce qu'on peut adhérer au réseau Green ? Quelles sont les conditions d'adhésion ? Est-ce que tout le monde, toutes les entreprises ou les indépendants peuvent adhérer à votre association et dans quelles conditions ? C'est très simple en fait. Le réseau Green, les entreprises de ce territoire peuvent, quelles qu'elles soient, nous contacter directement sur notre site internet, réseau.green, tout simplement. RESEAU.GREEN. Voilà. Et donc là, c'est très simple. Derrière, il y a un petit formulaire d'adhésion. C'est extrêmement simple. Et c'est basé sur le nombre de collaborateurs équivalents temps plein. Comme ça, on fait fi aussi des activités saisonnières qui sont le cas, par exemple, pour toutes les activités liées au tourisme et parfois à l'industrie, des fois, qui ont des activités saisonnières où on tient compte des effectifs moyens dans l'entreprise, c'est tout ça. Ces associations, on a parlé de ID, mais c'est le cas de Green depuis le début. On ne vit que par le collectif. Et par l'adhésion, oui, c'est ça. Et par l'adhésion des entreprises, voilà. Le budget de fonctionnement, c'est de l'ordre, c'est un petit budget, c'est de l'ordre de 70 000 €. Et il y a pas du tout de subventions. Voilà, si on a des subventions, ça va peut-être être sur des privés ou publics, sur des événements très particuliers. Très bien. On vous retrouve tout à l'heure, Olivier, pour le message à nos éditeurs dans un instant. On parlait de mobilité, on va parler mobilité concrètement ici avec Gaëtan Masson. Gaëtan qui travaille à la TMB, quelle est votre fonction précisément au sein de la TMB ? Alors, je suis responsable du service environnement patrimoine, qui consiste à piloter la politique environnementale et les projets environnementaux d'ATMB, maîtriser nos impacts, animer le système de management environnemental. Et puis, je m'occupe également aussi de la gestion foncière. Et d'ailleurs, il y a de fortes synergies et opportunités entre le foncier, comme l'évoquait tout à l'heure Olivier, et la préservation de l'environnement. Vous étiez au départ, je crois, à la TMB de la création du réseau Green en 2017, enfin l'un des acteurs. Oui, donc ATMB fait partie des membres fondateurs de Green. Et c'est vrai qu'on est fortement investi à travers Christophe Dubois qui est au comité directeur de l'association. Et voilà, on fait partie des fers de lance de l'association. Vous faites le lien entre l'entreprise et le réseau Green, peut-être ? Oui, le lien, il est permanent, en fait, entre les
les événements, les démarches qui sont lancées par le réseau Green. Et chez nous, ça peut être des personnes différentes, suivant leur spécialité, leur domaine d'expertise, qui vont venir participer sur les thématiques. Quand on va parler de mobilité, quand on va parler de gestion des déchets, quand on va parler de biodiversité, quand on va parler, ça va au-delà de l'environnement, de démarches aussi plus RSE. Donc, c'est des interlocuteurs différents qui peuvent être mobilisés. Et après, c'est notre rôle aussi de redéployer les choses, de faire marcher ce va-et-vient entre l'entreprise, les collaborateurs et l'association. Alors justement, est-ce que les collaborateurs de la TMB sont plus sensibilisés à la question de la mobilité, de la préservation de l'environnement parce qu'ils travaillent à la TMB? Oui, donc il y a une vraie attente des collaborateurs. Comme le mentionnait Olivier, nos collaborateurs, ils habitent dans la vallée, dans ce territoire assez particulier et exceptionnel qu'on a la chance d'habiter. Et ils ont de fortes attentes. En fin de compte, on se rend compte que nous, pour animer notre démarche environnementale, on n'a pas de gros efforts à faire parce que l'attente, la volonté est là, que ce soit sur les thèmes de la biodiversité, de l'énergie, la sobriété énergétique, mais aussi sur les mobilités. Il y a une forte attente d'évolution sur les mobilités. Par exemple, actuellement, on réfléchit sur développer l'usage du vélo. Et quand on fait des enquêtes internes, il y a une vraie attente là-dessus, en termes d'équipement, de fourniture de solutions, d'équipements. Donc ça fait partie du projet Mobile Arve. Ça a été initié par le projet Mobile Arve, qui a permis justement de fédérer les entreprises de la vallée sur cette thématique des mobilités. Et aujourd'hui, ça a essaimé sur différents sujets. Et sur ces thématiques de mobilité, on est toujours sur une interaction entre les utilisateurs, les gestionnaires et les aménageurs. Nous, on est un petit peu à l'interface entre les deux. On a un rôle important à jouer entre nos collaborateurs, nos usagers clients qui circulent sur le réseau et aussi les collectivités locales qui aménagent et gèrent le territoire. Donc, on a une place importante à jouer sur... Et c'est notre volonté aussi de se positionner de plus en plus comme acteur influent sur cette mobilité globale qui va au-delà de l'autoroute où on rentre un péage et on ressort à un autre péage. On souhaite aller bien au-delà de ça. Vous faites l'interface entre tous ces acteurs du territoire. Oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment une attente du territoire par rapport à cela. Et notre but, c'est aussi d'accompagner et d'encourager cette volonté qu'ont les habitants du territoire à évoluer vers une mobilité plus durable, à aussi une mobilité plus respectueuse de l'environnement et remettre en cause aussi leurs pratiques. Donc c'est à nous de les accompagner, de leur apporter des solutions. Il peut y avoir des solutions d'innovation, par exemple, que met en place la TMB en termes de mobilité? Oui, elles sont nombreuses. Alors, bien sûr, on encourage le covoiturage à travers l'aménagement de parking de covoiturage. En lien avec les collectivités, il y a l'offre Je Covoite aussi qui permet d'avoir aussi un coup de pouce financier pour les trajets des covoitureurs. Et puis, de manière plus innovante aussi, la création de voies de covoiturage, les voies dédiées covoiturage, qui permet aussi d'aller dans le sens de diminuer cet autosolisme et de favoriser le taux d'occupation des véhicules et diminuer le nombre de véhicules qui sont sur le réseau. Est-ce qu'on peut imaginer un jour d'avoir une voie bus réservée sur l'autoroute et les transports collectifs, par exemple? C'est utopique. Non, ça a du sens. On a déjà une voie covoiturage au niveau de la douane de Valard. On réfléchit à un projet dans le secteur de Archamps et de la douane de Baradonnais de ce qu'on appelle une VR2+, une voie réservée aux covoitureurs et en transport en commun. Ça a du sens surtout dans les zones où il peut y avoir régulièrement de la congestion. Après, tout le long de l'autoroute, il y a encore de la réserve de capacité, donc c'est peut-être pas la priorité actuelle, mais on y travaille ponctuellement. Et quels sont les grands rendez-vous pour 2024 côté ATMB alors? C'est de continuer justement nos réflexions et aussi nos actions concrètes en faveur de la mobilité. Alors ça se concrétise souvent chez nous par des travaux, parce qu'on est quand même aménageur.
Par exemple, justement, à côté de notre site de Bonneville, on est en train de terminer un chantier de réaménagement de l'échangeur en partenariat avec les collectivités, le département, la CCFG. Donc, on va tripler la capacité du parking de covoiturage au niveau de l'échangeur de Bonneville. On est en train de déployer aussi nos premières consignes vélo sur les parkings covoiturage. C'est justement dans cette idée d'aller vers une approche globale de la mobilité et de favoriser. On se dit que les personnes qui viennent sur un parking covoiturage, c'est encore mieux si elles peuvent venir en vélo. Pour cela, il faut qu'elles puissent avoir une consigne pour pouvoir stationner leur vélo de manière sécurisée. Mais aussi, il faut qu'elles puissent aussi circuler en sécurité avec leur vélo. C'est pourquoi aussi on travaille aussi avec les collectivités et on apporte un soutien financier à des aménagements cyclables qui sont à proximité de notre réseau. La démarche est vraiment globale et elle va encore se poursuivre et se renforcer en 2024. Olivier, ce sont des choses qui résonnent chez vous au niveau du réseau Green, tous ces aménagements, cette volonté d'agir sur le territoire de la TMB? Évidemment, parce que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que toutes les entreprises et toutes les activités ont leur place dans un réseau comme ça, parce que la transition, et on habite tous ce territoire, nos clients le traversent, quand on est société de remontée mécanique, autoroutier, etc. Nos clients, quand on est décolleteur, ou nos visiteurs, nos fournisseurs traversent. Donc, évidemment, on a tous intérêt à agir ensemble et c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une compétence mobilité évidente de la TMB, par exemple, qui traverse le territoire et qui, comme l'a expliqué Gaëtan. Et après, il y a le côté aussi doublement intéressant et sans doute moins connu d'aménageurs d'espace potentiels. C'est-à-dire qu'il peut y avoir comme tu l'as dit, des délaissés de terrain ou des choses comme ça sur lesquels on peut faire des projets de mobilité, comobilité ou réinventer la mobilité. Des projets de production énergétique, il y en a aussi en collaboratif, etc. Il y en a dans les tuyaux, je crois. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, évidemment, des projets sur la biodiversité, parce qu'il y a du sol. Oui. Il y a du sol, il y a de l'eau, il y a des... Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire et je pense que là, il y a un champ extraordinaire. Oui. Vous avez travaillé justement, vous, Gaëtan, dans ce sens-là. Oui, alors on a, comme je disais, on a aussi des opportunités par rapport à ces emprises foncières qu'on peut avoir, ces délaissés, et pour lesquels on réfléchit de plus en plus et on développe des projets en faveur de l'environnement, donc soit pour la mobilité, la production d'énergie, comme par exemple on a des projets pour mettre en place du photovoltaïque, mais aussi pour la biodiversité. On a des zones, aujourd'hui on a 4 sites sur lesquels il y a des enjeux de biodiversité importants, sur lesquels on a mis des plans de gestion. On travaille avec des associations environnementales, comme France Nature Environnement, LPO, la Fédération de chasse aussi. Et on met en place des plans de gestion pour développer et préserver la biodiversité sur ces sites. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a mis en place aussi maintenant, depuis 2 ans, on met en place, en lien avec ces associations qui ont une vraie expertise dans ce domaine, des chantiers participatifs sur certaines zones naturelles. Et ça, c'est super intéressant puisqu'on a des gens qui viennent, à la fois ils donnent un coup de main, mais on peut les sensibiliser à la biodiversité qu'il y a tout près de chez eux, sur certains sites. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait un chantier à Bonneville pour lutter contre les plantes invasives. Et on a eu une petite vingtaine de salariés de Somfy qui sont venus tout l'après-midi, sous la pluie, arracher des plantes invasives. En même temps, on a pu leur présenter un site où il y a une biodiversité très riche et ils sont repartis enchantés. Donc, c'est des démarches qui ont beaucoup de sens, qu'on voudrait développer encore. C'est de l'efficacité, on va dire, Olivier. C'est concrètement efficace. En tout cas, efficace. Est-ce que c'est suffisamment impactant? Est-ce que ça va suffisamment vite? Je ne suis peut-être pas sûr tout de suite, mais si on ne démarre pas, on ne pourra pas accélérer. Donc la première chose, c'est de démarrer, de lancer la machine et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'acteurs. Les entreprises, on en a parlé. Donc toutes les entreprises de la vallée de l'Arve et tous les artisans, etc., ne font pas partie du réseau Green ou d'un autre réseau qui viendrait travailler en collaboration, comme on l'a dit, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que chacun se dise
on peut faire des premiers pas, des petits pas, et si on fait tous ensemble des petits pas, on va pouvoir faire quelque chose qui aura de l'impact. Et c'est ça l'intérêt vraiment de ces réseaux associatifs. Et là, on vient d'en parler à l'instant. Là, c'est ce genre de chantier participatif où il y a des entreprises qui habitent ici aussi et qui viennent faire un chantier participatif. Ça, c'est tout à fait génial, parce que ça met en action les gens, c'est concret. Ça donne du sens, et ce qui donne du sens donne de l'envie, donc en général on en parle autour de soi après, et ça peut faire boule de neige. Et on mise vraiment sur cet effet de diffusion et impact des actions, et pour qu'une mêlée elle pousse bien fort, il faut qu'on soit bien à 15 derrière, dans une mêlée. Oui. Très bien. Messieurs, merci. On va finir, comme le veut la coalition sur Rouge et Blanc, par le message à nos auditeurs. Olivier, quel message avez-vous ? Je crois que le message, il est clair. C'est si vous êtes dans une entreprise, mettez-vous dans des réseaux, quels qu'ils soient, mais et rejoignez Green, rejoignez ID si vous êtes à Annecy, rejoignez qui vous voulez, et qu'on puisse travailler ensemble, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre, toutes les actions sont bonnes à prendre, il y en a besoin pour entreprendre, d'avoir beaucoup de mains qui viennent construire un territoire qui soit plus beau, plus respirable, plus agréable et sain. C'est aussi une question de santé pour les hommes et de santé pour le vivant de façon plus large que les hommes. Exactement. Et pour les enfants après. Donc, faut y aller, faut s'engager, faut faire un petit peu, faut se lancer. Merci. Gaëtan, le message pour nos auditeurs ? Alors, ça va être un double message. La première partie, c'est de dire que je pense qu'on peut tous s'investir en faveur de la préservation de la biodiversité, qui est un enjeu majeur. On peut s'investir au niveau personnel, dans sa vie quotidienne, autour de chez nous, sur notre petit jardin ou des choses comme ça. Dans la vie professionnelle, on peut à travers notre activité. Mais la deuxième partie du message que je voulais passer, c'est aussi que quand on s'investit de manière collective, qu'on se met à plusieurs, on a plus de force, plus d'idées, plus d'impact. Voilà, c'est un peu un encouragement que je voudrais donner à se regrouper entre salariés, entre entreprises par des associations, entre parties prenantes du territoire, public, privé, associatif. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les plus beaux projets et avoir une action plus efficace. Merci messieurs. À bientôt sur Rouge et Blanc. Merci. Merci Thierry, au revoir. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.